Breaking Bad, Peaky Blinders, The Wire, Sons of Anarchy, toutes vos séries préférées n'auraient jamais existé sans celle-ci. Les Sopranos. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Les Sopranos est l'histoire de Tony Soprano, un mafieux très réputé dans le New Jersey qui essaie de gérer tous les différents aspects de sa vie, entre sa famille, son business illégal, mais surtout sa santé mentale, et c'est pour cette raison qu'il va commencer à aller voir un psy. Est-ce que j'ai 25 ans de retard avec cette série? La réponse est oui, mais pour ma défense, il y a 25 ans, j'étais à peine né. Donc voilà, chacun son rythme. J'ai vu pour la première fois Les Sopranos sérieusement dans son intégralité, parce que j'avoue que j'avais vu plein d'épisodes à droite à gauche, et c'est vrai qu'en regardant la série maintenant sérieusement, j'ai vu à peu près les 4 premières saisons un peu dans le désordre, donc il n'y avait pas grand chose de surprenant dans les 4 premières saisons, c'est après que j'ai découvert de nouvelles choses, donc je savais quand même beaucoup de choses concernant Les Sopranos, je connais sa réputation légendaire dans le monde des séries, mais je me suis dit, Reg, c'est le moment, il faut que tu te poses, que tu regardes sérieusement enfin de A à Z cette série, considérée comme la plus grande série de tous les temps par beaucoup de personnes, et j'ai regardé du coup la série intégralement en octobre, j'ai mis à peu près 6 semaines, et j'avoue que la série a gâché ma vie. Pendant 6 semaines, je pensais qu'aux Sopranos, j'avais juste envie d'entrer chez moi et regarder les Sopranos non-stop. Les pauses déj au travail, quand je bossais avant, je regardais les Sopranos. Bref, c'était un délire. J'étais carrément accro aux Sopranos, je pouvais pas m'arrêter. Les 86 épisodes, si je dis pas de bêtises, d'une heure minimum, je les ai enfilés en 6 semaines. C'est pour ça que j'ai pas regardé beaucoup de séries en octobre, mais bref, j'ai été vraiment accro. Donc déjà, ça c'est un vrai point positif. Mais j'ai beaucoup attendu pour faire une critique, parce qu'il y avait plein d'autres critiques à faire avant, plein d'autres vidéos, mais surtout que j'avais un peu peur de commencer à parler de cette série, parce que c'est quand même une grosse série. Parler de 7 saisons d'une série, c'est compliqué, c'est difficile de rendre aussi hommage à cette série en si peu de temps, mais je me suis dit, je vais faire comme d'habitude, je vais parler des choses les plus importantes, je vais pas aller dans le plus grand des détails, je vais juste cibler les choses qui m'ont plu d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue de l'acting, d'un point de vue de l'histoire, d'un point de vue de la mise en scène, comme d'habitude. Si cette vidéo dure 15 minutes, elle va durer 15 minutes, si elle dure une demi-heure, elle va durer une demi-heure, bref, on va parler de cette série tout de même. Je suis très conscient que c'est pas le genre de vidéo qui vont plaire à beaucoup de personnes, pas beaucoup de personnes vont cliquer non plus, je sais bien, mais c'est pas grave, je pense que c'est une série qui mérite d'avoir une vidéo entière, même si elle est sortie il y a 25 ans. 25 ans, genre cette année. La série a commencé ses diffusions il y a 25 ans en janvier. Donc en plus de ça, sur les réseaux HBO, Pass Warner, tout ça, TikTok, ils célèbrent un peu les 25 ans de la série. Donc en vrai, la critique arrive aussi à un point plus ou moins intéressant. D'ailleurs, je précise, je l'ai pas dit en début, mais c'est évidemment disponible aujourd'hui en tout cas sur le Pass Warner. Donc il faut avoir l'abonnement Prime et le Pass Warner. Mais j'imagine que dès l'été, ça sera disponible sur Max, parce que Max va arriver en France. Mais pour l'instant, c'est sur Pass Warner. Et lorsque les gens disent que cette série est révolutionnaire, c'est un peu la vérité. C'est une série qui a énormément changé le monde des séries pour toujours. Il y a un avant, un après les Sopranos pour les séries dramatiques, surtout les séries dramatiques qui ont un anti-héros, de la même manière qu'il y a un avant et un après Game of Thrones pour toutes les séries à haut budget et les séries de fantasy. C'est des séries qui ont vraiment changé énormément de choses dans le monde des séries américaines. Celle-ci est intéressante parce que c'est l'une des premières grosses séries à être extrêmement mature, à tacler des thématiques sérieuses, extrêmement progressistes aussi, on en parle après. La série est vraiment en avance sur son temps pour le coup. Il y a des séquences dans les Sopranos d'il y a 25 ans qui résonnent encore énormément aujourd'hui sur tous les aspects, et je vous jure que si les Sopranos sortaient aujourd'hui, tout le monde serait en train de dire que la série est woke à souhait. Les Sopranos, c'est ultra woke. C'était l'une des premières grosses séries à avoir une vraie mise en scène. Avant, c'est vrai qu'on faisait les séries de manière assez simple, pas pour dire en mode sitcom, mais dans beaucoup de séries, c'était ça le concept de base. C'était des caméras posées à un endroit et puis basta, et c'était toujours le même décor. Là, il y a toujours le même décor, mais c'est pas toujours la même manière de filmer et des choses comme ça, donc c'est intéressant, en plus d'avoir des décors supplémentaires. Et c'est surtout une œuvre qui s'est beaucoup inspirée d'autres chefs-d'œuvre du cinéma. La principale motivation derrière cette série, c'est de raconter une histoire de gangster comme le cinéma ne peut pas le faire, c'est-à-dire durant énormément d'épisodes, de saisons et d'heures. Les films pour gangsters, allez, il y en a maximum 3 dans une trilogie, et ensuite c'est fini. Là, c'est la seule série, le seul contenu qui a pu raconter une histoire de gangster sur vraiment des années, et donc avoir énormément de contenu de gangster. Mais c'est surtout le fait d'avoir un anti-héros qui était vraiment ça qui a poussé la série vers un énorme succès et qui a créé toutes les séries que j'ai citées en introduction après. Les créateurs même de ces séries-là vont vous le dire, hein. Sans les Sopranos, il n'y a aucune autre série que j'ai citée. Toutes les séries avec des anti-héros, avec des enjeux dramatiques, familiaux, tout ça, où les personnages principaux sont pas de base extrêmement attachants, ça vient de là. Pour les gens qui veulent une série avec un anti-héros, la quintessence elle est là. C'est ça qui a tout créé, qui a tout fondé et qui a rarement été dépassé. C'est ça qui est intéressant aussi. Mais beaucoup d'entre vous, j'imagine, n'ont pas vu beaucoup de séries qui ont commencé avant les années 2000. C'est vrai que pour les séries télé, il y a quand même un avant, un après la fin des années 90, en termes de qualité de mise en scène, en termes d'acting,
marketing et tout, où les séries ont vraiment explosé. C'est pour ça que c'est beaucoup plus simple de devenir sériephile aujourd'hui et d'être spécialiste dans le monde des séries, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup moins de contenu en soi. Alors oui, le contenu est plus long parce que c'est des séries, mais l'histoire des séries où c'est vraiment devenu à une qualité supérieure, c'est relativement récent. Ça a 25-30 ans. Et c'est pas pour rien que ça a 25 ans, c'est que c'est l'arrivée des Sopranos. C'est pas la seule série qui a tout changé, tout inventé. Il y avait surtout à cette fin des années 90 beaucoup de séries type HBO comme Oz aussi, mais l'enchaînement qui arrivait après, c'est là que les gens ont commencé à dire ok, les séries, ça peut être au niveau du cinéma. Mais la question, c'est est-ce que du coup ça a bien vieilli? La vérité, c'est que ça a super bien vieilli. Tellement que ça met encore à l'amende des séries qui sortent aujourd'hui. Donc si vous avez peur de regarder une série où vous vous dites ah non mais ça a sûrement mal vieilli, la qualité doit pas être folle. La qualité c'est pas de la 4K, d'accord, très bien, mais c'est la HD, c'est très bien. Ça se regarde très très bien, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui fait vieillot. Alors oui, c'est une série des années 90, du coup ça va parler de choses des années 90, on en parle après. Mais en soi, visuellement, dans la technique et tout, je dirais même que ça reste plus intéressant que énormément de séries qui sortent aujourd'hui qui ont beaucoup plus de moyens. Les Sopranos, c'est une série qui a été créée par David Chase. Et ce qui est intéressant avec David Chase, c'est qu'il a fait cette série à genre 60 ans. Et le gars a pas fait grand chose avant et a pas fait grand chose après. Il y a un film qui est sorti qui est donc un préquel aux Sopranos, Many Saints of New York, que j'ai pas vu honnêtement. J'en ai pas entendu de très bonnes choses. J'ai pas forcément envie de le voir. J'ai pas envie de voir ce téléfilm. On m'a dit que c'est pas mal, mais j'ai pas encore eu la motivation pour le faire. J'ai pas besoin d'un préquel, c'est ça la vérité aussi. Il a le droit de le faire, très bien, je lui fais confiance, mais ça m'intéresse pas en soi. Dites-moi dans les commentaires si ça vaut le détour. J'ai besoin d'un peu de motivation pour le voir. Mais en soi, les Sopranos n'avaient pas du tout besoin de préquel. Du coup, c'est son œuvre à lui. C'est un peu son œuvre testamentaire parce que c'est le truc le plus connu qu'il ait fait. C'est le truc sur lequel il a bossé pendant 10 ans et c'est l'œuvre pour laquelle il est hyper connu. Mais c'est vrai qu'après, il a plus rien fait. En plus, un gars comme ça qui fait la série la plus populaire de l'histoire à l'époque, en tout cas en série dramatique, il aurait pu faire tout ce qu'il voulait par la suite, quoi. Il aurait eu un chèque en blanc et il fait ce qu'il veut. Il a rien fait depuis. Il y a un truc assez presque mythique au truc où c'est un gars qui a fait une grosse œuvre et qui a disparu. Alors il a pas disparu parce qu'il fait plein d'interviews, même encore aujourd'hui et tout. C'est un gars qui est très actif, qui donne son avis sur beaucoup de choses, très bien. Mais c'est vrai que dans le monde télévisuel, il a un peu disparu. C'est pas comme David Simon. David Simon, c'est The Wire. Il fait encore des séries aujourd'hui. Il en a sorti une il y a 2 ans. C'est un gars qui a énormément marqué l'histoire des séries dramatiques aussi chez HBO. Et lui, il continue. Mais lui, c'est vrai que David Chase, il a arrêté. Donc t'as quand même ce truc où t'as un auteur qui a pondu entre guillemets son chef-d'œuvre et qui s'est barré. C'est pas exactement ça parce qu'il a essayé de faire d'autres trucs après, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que son nom sera à tout jamais dans l'histoire liée à ce projet assez dingue. Donc pour donner quelques détails comme sur l'histoire, c'est l'histoire de Tony Soprano qui est un gangster réputé dans le New Jersey. New Jersey, pour ceux qui savent pas, c'est à quelques kilomètres de New York. C'est une zone où on grandit énormément de réfugiés et d'immigrés italiens 2 générations avant Tony Soprano qui sont arrivés au XXe siècle. C'est une zone très italienne en soi. Et ce qui est drôle avec David Chase, c'est que c'est quand même un gars qui a 60 ans a créé l'une des séries fatalement les plus progressistes de ces 25 dernières années. Un gars qui est un boomer aujourd'hui, qui était tellement en avance sur son temps et qui parlait de thématiques sociales tellement intéressantes, c'est quand même assez surprenant. Et ce qui est intéressant avec ce personnage de Tony Soprano, c'est que c'est un peu le cliché du gangster, entre guillemets. Il a une énorme maison, il a une famille, il est globalement sympa avec tout le monde, mais dans son business, il est dur et sérieux. Mais il a un petit souci qui le différencie de tous les autres gangsters, c'est qu'il est en dépression. Il fait des crises de panique et il n'y a rien de physique. Tout est psychologique et c'est pour ça qu'il va aller voir une psy. Et l'histoire de la série, c'est lui et son état psychologique. C'est une série sur la santé mentale avant tout. Donc c'est lui justement qui va parler de ses problèmes, de ses crises de panique, de son anxiété, sa dépression. Et c'est ça qui est déjà très woke entre guillemets si on peut dire ce terme-là aujourd'hui. C'est un gars qui a tout pour lui, qui est un gangster, un mafieux réputé. C'est un peu le rêve aux affranchis et il va au psy. Ce qui est un vrai point important dans l'intrigue, c'est qu'évidemment en termes de masculinité, qui est une grosse thématique de la série, c'est très mal vu d'aller au psy. Tu vas au psy, t'es une femme grosso modo pour ces hommes-là. C'est pas sérieux. Un homme, c'est pas ça. Et Tony le dit souvent. Il a une phrase qu'il dit souvent, c'est the strong, silent type. L'homme fort mais silencieux. C'est un peu l'idéal masculin. Donc il doit gérer sa vie au psy, sa santé mentale, il doit cacher le fait qu'il va au psy. En même temps, il doit gérer sa vie de famille, il a des enfants, une femme et il doit gérer tout ça. C'est compliqué d'être un père de famille. En plus de ça, c'est un mafieux qui est plutôt bien placé, il dirige beaucoup d'hommes, donc il a sa vie de mafieux qui prend beaucoup de temps et en même temps, il a sa vie de gars qui doit faire semblant de pas être un mafieux et d'avoir une vie normale pour se cacher des flics. Donc il doit faire toutes ces choses-là dans sa vie et ça l'épuise et c'est une vie difficile pour lui et il galère clairement. Et c'est ça l'histoire, c'est lui qui doit gérer tous ces aspects de sa vie, tous ces aspects qui sont évidemment hyper développé. Chaque aspect de sa vie a plein de personnages. Évidemment, ils s'entremêlent, ça crée des problèmes. C'est fascinant. Et ce qui est fort, c'est que le gars, de base, est assez attachant. Parce que bon, c'est un gars qui a un métier, certes, c'est un mafieux, mais tu le vois jamais rien faire de mal en soi. Mais plus t'avances dans la série, plus il fait des choses horribles. Et c'est là que la série met une vraie barrière entre toi et les personnages. C'est qu'ils les rendent tous attachants, comme tous les films de mafieux. Mais rappelez-vous, ce sont des mafieux qui tuent des gens et parfois même des innocents. Il y a un gros univers qui ne traite quasiment que lui. Toute la série tourne autour de lui, ou presque. Et quelques intrigues qui tournent autour de quelqu'un d'autre qui sont hyper intéressantes aussi.
aussi, mais globalement, tout gravite autour de lui. C'est lui, on va dire, le trou noir qui absorbe tout, et le terme trou noir n'est pas utilisé par hasard. Ce qui est intéressant, c'est que le rythme de la série est assez spécial, c'est-à-dire que c'est une série dramatique qui peut se regarder un peu dans le désordre. Alors évidemment, je le conseille pas et ne le faites pas, mais c'est vrai que beaucoup des histoires des épisodes sont des histoires indépendantes et il n'y a pas vraiment d'intrigue principale. C'est la vérité, il n'y a pas un objectif comme dans Breaking Bad où Walter White doit gagner en popularité, gagner en rang, gagner en crédibilité, etc., etc. Non, là, Tony Soprano, il est bien placé, il aime bien sa vie, il n'a pas des objectifs de businessman ou de mafieux, il aime bien où il est dans sa vie, il n'y a pas de fil rouge. C'est une sorte de série où tu vois la vie des mafieux au quotidien. C'est une sorte de slice of life des mafieux. Et c'est ça la force de la série, c'est que tu vois ces mafieux-là vivre les péripéties au jour le jour, sans avoir une intrigue où Tony a envie de faire un truc assez spécial, devenir le roi de New York. Au début, quand je regardais la série, je pensais que c'était ça. Je pensais que Tony commençait avec la New Jersey et tout, il y a les 5 familles qui sont dans New York, New Jersey, et je pensais que son rôle à lui, et son objectif, ça allait être d'être le roi des 5 familles, ou d'au moins de sa famille, et des choses comme ça. Et c'est pas ça l'histoire, en fait, c'est juste lui qui vit sa vie, les opportunités se présentent ou pas, et du coup, ça peut déranger beaucoup de personnes, parce qu'au final, c'est vrai qu'on est habitué aujourd'hui à avoir des séries où il y a une intrigue principale. Et je suis le premier à me plaindre quand il y a des fillers à droite à gauche. Mais là, il n'y a aucun filler d'après moi, chaque histoire est importante pour les personnages, pour l'ambiance, et même s'il n'y a pas un fil rouge en soi, les choses avancent. Et plus tu avances dans la série, plus il y a un fil rouge, et plus la série veut s'achever et conclut des intrigues après intrigues. C'est quand même une série, évidemment, il faudra être dans l'ordre, hein, c'est pas l'inverse, mais c'est un peu comme des séries de l'époque où tu pouvais tomber sur un épisode de la télé et ne pas être complètement perdu, quoi. T'avais quand même le divertissement de l'épisode en soi, il n'y a pas genre de double épisode ou des trucs comme ça, c'est assez unique, et ça se fait plus trop aujourd'hui. Mais ça qui est bien, c'est le mélange parfait de tous ces épisodes, de tous ces arcs, de toutes ces vies, et ce qui est intéressant aussi, et qui peut pas mal déranger des personnes, c'est que c'est pas une série satisfaisante en soi. Il y a beaucoup de séquences qui vont avoir un énorme build-up, mais la série prend une approche assez réaliste où parfois des choses qui font flipper, des choses qui ont un gros build-up, des choses qui sont stressantes ne mènent à rien. Donc parfois tu as des grosses séquences qui ne mènent à rien. Et ça peut être un peu décevant quand tu découvres la série parce que tu es habitué quand tu as des build-up et tout dans des séries, dans des films, que ça soit satisfaisant à la fin. Là, la série prend pas du tout cet aspect-là. La série d'ailleurs va un peu à l'encontre de ça et te crée des choses qui sont fatalement très peu satisfaisantes et qui sont un peu décevantes mais volontairement. Parce qu'elle essaie d'être assez ancrée, pas forcément réaliste évidemment, mais ancrée dans le fait que parfois la vie, il n'y a pas un énorme climax à une intrigue que tu penses avoir dans ta vie. Donc ça peut frustrer, mais croyez-moi, c'est le but de la série aussi. Et globalement, l'ambiance des Sopranos est assez légère et assez fun. Ils passent beaucoup de temps à manger, à rigoler, du temps en famille. Alors oui, il y a des engueulades, oui, il y a des meurtres, des choses comme ça. C'est là que ça devient un peu plus sombre, que ce soit visuellement ou dans l'histoire. Mais globalement, ça parle beaucoup d'argent, ça essaie de manipuler la police et des trucs comme ça. Et ça va un peu dans tous les sens, mais c'est jamais dramatique à fond, sauf quelques séquences. Donc c'est un truc qui se regarde assez légèrement, entre guillemets. Faut pas être prêt psychologiquement, être dans l'analyse constante. C'est pas Succession où chaque épisode, l'objectif c'est en mode coup de poing, de te mettre une baffe, de te surprendre. Pas du tout. T'es pas là dans l'analyse totale. Et alors oui, il y a des détails et tout dans les Sopranos. Là où Succession, chaque plan de caméra est hyper important. Là, c'est un peu moins le cas. Là, c'est plus détente en termes de visionnage. T'as moins ce besoin constant d'être hyper attentif. Je dis pas qu'il faut pas l'être, encore une fois. C'est pas une série à haute intensité où chaque séquence est la séquence qui change la vie. Parce que ça, le but. On te montre la vie de ces mafieux. Leur vie, parfois, est un peu chiante et un peu normale. Et t'aimes voir ce qu'ils font au quotidien. C'est ça qui est fort, justement. Et la série est drôle et ça vient du personnage de Tony Soprano parce que ce gars-là qui est un mafieux réputé et tout, ses gosses lui parlent mal, sa femme l'engueule, il est souvent habillé chez lui en peignoir, en mode loser et tongs, il est souvent mal coiffé, en plus il a pas beaucoup de cheveux. Il a un côté très loser qui est très intéressant, je trouve, à la série. Mais ça qui est fort aussi, c'est que dans les films de gangsters, les gangsters, tu les vois pendant 3 heures, ils sont à leur prime, entre guillemets. Là, tu vois ces gens-là dans des situations banales au quotidien, mais en mode mafieux. C'est ça qui est fort. C'est une série qui est drôle, qui a évidemment des séquences dramatiques hyper sérieuses et puissantes, mais il y a plein de séquences qui sont juste à mourir de rire aussi. Le décalage est trop drôle et en plus de ça, la série est très bruyante. Il y a toujours du bruit. Tout se passe quasiment en public, dans des restaurants, parce qu'ils font que manger, dehors, donc il y a plein de voitures. C'est une série qui est très bruyante constamment, qui en termes de sens t'attaque constamment aussi, sauf dans les moments un peu plus dramatiques où il n'y a aucun bruit. Mais même dans les moments dramatiques, il y a le bruit des vagues, il y a le bruit de la ferraille, de la pluie sur la ferraille, des trucs comme ça. Donc c'est une série qui fait du bruit constamment aussi. Tout est peu linéaire en termes d'intrigue, sauf la fin évidemment où tu vois vraiment qu'il se rapproche de la fin, mais il faut tout conclure, tous les arcs. Et là oui, tu ressens plus le côté série télé, un peu plus classique, avec une intrigue et un fil rouge qui se conclut. Évidemment, en termes de mise en scène, c'est l'une des premières grosses séries à faire de la vraie mise en scène, donc il y a pas mal d'idées intéressantes. Ils arrivent vraiment à iconiser les personnages, mais en même temps à les rendre très banals et à les désacraliser quand il faut. Il y a pas mal de séquences de rêves qui sont utilisées de manière assez intelligente. Il y a pas mal de flashbacks aussi, un mélange des deux parfois. Énormément de symbolisme dans quasiment tous les plans, tout le temps, ça s'arrête jamais. Pas mal de subtilité dans
dans les détails, dans les objets, dans les décors. Et la série, par la mise en scène, arrive à créer des séquences cultes, par l'angoisse, par la peur, par les embrouilles, par le stress. En termes d'émotion, ça fait vraiment tout, ça te fait rire, ça te fait stresser, ça peut te faire pleurer même. Il y a tout ce qu'il faut de ce point de vue-là, quoi. Et la mise en scène fait un bon travail sur ça. Il y a des trucs un peu bizarres parfois par rapport à des choix musicaux ou des changements de chansons qui se font bizarrement ou des slow motion très étranges. Ça peut surprendre. Il y a des transitions qui sont assez rigolotes aussi. Tu te demandes vraiment s'il y a un symbolisme derrière ou si c'est juste drôle, une tentative artistique. Il y a des trucs un peu bizarres, c'est la vérité. Mais globalement, c'est assez réussi sans être extraordinaire en termes de mise en scène. Il y a des séries qui ont fait mieux depuis, mais j'espère, ça fait 25 ans quand même. Généralement, le scénario est hyper bien ficelé, les arcs de tous les personnages sont pas satisfaisants comme je vous l'ai dit, mais ont une vraie construction logique et tout se fait plutôt bien. Il y a des exceptions à ça, il y a des facilités scénaristiques avec par exemple un personnage qui arrive en prison d'un coup, tu sais pas comment et d'où, et c'est un monde de mafieux donc le fait d'arriver en prison devrait être grave. Mais non, tu commences une saison, le gars est en prison, tu fais bon, d'accord. Il y a des morts qui arrivent un peu trop facilement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui auraient dû mourir et auraient dû être tués, qui meurent par quelqu'un d'autre par hasard, et ça fait grosse facilité scénaristique, et ils font ça plusieurs fois. Il y a une perte de rythme entre certaines saisons, voilà, la série est pas à 100% tout le temps à fond, c'est pas forcément toujours une mauvaise chose, ça se regarde quand même très bien, mais il y a des fulgurances, il y a des saisons qui sont tellement bien, et parfois tu sens un peu un ventre mou, ça n'avance pas trop, ça dure pas longtemps, mais quand même sur 86 épisodes, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus mou que d'autres, mais voilà, ça reste une exception. C'est quand même dingue d'avoir réussi à tenir le rythme sur 86 heures de contenu quand même. Ça reste quand même assez dense, et parfois tu as l'impression que la série a besoin de te réveiller. J'ai l'impression que la série avoue le fait qu'il y avait des passages un peu chiants, et ils font des trucs un peu plus choquants et forts pour te réveiller. C'est peut-être une impression, mais c'est un peu comme ça que je l'ai vu. Et il y a des trucs qu'ils savent qu'ils doivent traiter, ils savaient pas forcément comment le faire de manière excitante, et après ils disent ok bon on va faire un truc un peu plus chiant, là on va assumer et faire un truc un peu plus fun. Je sais pas si c'est volontaire, si c'est moi qui suranalyse, mais je l'ai vu un peu comme ça. Tu t'attaches beaucoup à tous les personnages, même s'ils sont tous détestables juste par leur nature, mais quand même tu les aimes bien, et ça c'est beaucoup par l'acting. Les acteurs font un vrai travail qui les rend hyper attachants. C'est pas pour rien qu'ils ont quasiment tous gagné toutes les récompenses chaque année, ou presque. Les dynamiques entre personnages sont intéressantes, l'évolution de ces dynamiques-là est le cœur de la série, c'est vraiment ça qui tient en haleine, c'est voir ce qui peut foirer ou pas et comment améliorer les choses. Encore une fois, il n'y a aucun arc que j'ai pas trouvé intéressant. En termes d'acting, je trouve que personne n'a été décevant, tout le monde était vraiment génial, mais il y a quand même un gars qui ressort du tas, c'est évidemment James Gandolfini qui joue Tony Soprano. Beaucoup de personnes l'ont dit, beaucoup de personnes vont le redire, mais la vérité est que dans toutes les séries que j'ai vues de ma vie, et c'est pas une exagération quand je dis ça, personne de ce que je viens de voir dans ma vie, sur les je sais pas combien de séries que j'ai vues, n'a égalé le niveau de James Gandolfini. C'est de loin l'acteur le plus impressionnant de l'histoire des séries télé d'après moi. Il faut le rappeler, il faut le dire. Il joue un personnage qui est tellement fascinant. L'écriture aide beaucoup, mais je pense que le gars a tellement incarné un personnage d'une manière tellement forte, parce que Tony Soprano, c'est une portée d'acting qui est tellement folle. Je vous vois déjà arriver dans les commentaires, non mais Walter White, Bryan Cranston, il est incroyable. C'est vrai, il est incroyable. C'est peut-être le deuxième ou troisième meilleur acteur de l'histoire des séries. Mais Walter White, ce qui est fort avec son personnage là, c'est son évolution. Il change constamment. Et il a un acting de dingue. Ne me méprenez pas sur ça, je pense qu'il est incroyable aussi. Mais ce qui est fort avec James Gandolfini, c'est qu'il a pas beaucoup d'évolution de l'épisode 1 à la saison 1 à la fin de la saison 7. Mais il y a quelques petits moments où il change de personnalité. Mais le truc et la thématique de la série, c'est que ce personnage-là n'arrive pas à changer. Il est toujours la même crapule tout le long et il essaye de changer. Et justement, voir son évolution par ses micros efforts en tant que personnage, ses petits détails dans son comportement, sa manière de marcher, de bouger, de regarder les gens, son regard, il fait flipper à ce gars. Son poids est important, il grossit de plus en plus de saison en saison. C'est aussi l'une des choses qui a causé sa mort, entre guillemets. Lui qui le disait beaucoup en interview, il a pas fait beaucoup d'interviews en plus ce gars-là. Il a dit que le fait qu'il a pris beaucoup de poids, il a jamais réussi à le perdre par la suite, mais sans ce poids-là, il se sentait pas comme Tony Soprano, donc il avait besoin d'être gros, c'est la vérité, parce qu'il est assez immense dans la série. Il avait besoin de cette masse-là pour bien jouer, ça lui a causé des problèmes de cœur, ça lui a causé plein de soucis, et il est décédé il y a déjà plus de 10 ans. C'était un choc dans le monde des séries télé, je m'en rappelle, hein. Tout le monde était sur le cul parce que c'était considéré comme l'acteur, quoi. C'était la légende des séries télé. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, quand il est décédé, je le connaissais pas assez bien. Moi, je l'avais juste vu dans un film qui s'appelait Killing Them Softly, et encore quelques petits films, hein, mais globalement, c'était ce film-là que j'avais connu de lui. Sa mort était un énorme choc pour les fans de séries. En plus, c'est un rôle qu'il a énormément stressé, et il détestait jouer Tony Soprano. Il le dit souvent, c'est le rôle de sa vie, mais il a détesté ce rôle. Ça l'a dégoûté parce que c'est un gars qui est gentil, c'est un gars qui apparemment était adorable, tout le monde n'a dit que du bien de lui ces 25 dernières années, tout le monde adorait ce mec, et c'était très dur pour lui psychologiquement, beaucoup de stress, la malbouffe, tout ça. Beaucoup disent, et lui aussi disait que c'est peut-être aussi ce qui l'a mis en mauvaise santé, et ce qui a causé son attaque cardiaque à, je crois, 53 ans. C'est un rôle primordial dans le monde des séries télé, et tout le monde vous le dira. Mais pourquoi est-ce qu'il est fort? Parce que je viens de vous dire qu'il évolue pas beaucoup,
c'est le but. C'est un gars et c'est un rôle où le gars arrive à être charmant. Il arrive à être un père de famille qui a, oui ou non, de l'autorité. Il arrive à être flippant. Il arrive à faire peur juste avec le regard, avec sa taille, son poids. Il y a des séquences où il est en mode loser pendant quelques secondes. Parce que c'est aussi un loser, comme je vous l'ai dit, où il est en peignoir et tout. Et d'un coup, il y a une sorte de switch et le gars devient hyper flippant. Il y a plein de séquences comme ça dans la série où le gars juste fait un truc banal et quelqu'un lui prend la tête. Et il change tellement d'attitude, mais c'est tellement subtil et puissant, mais dans le regard, il a un truc qui te transperce. Il y a des séquences où il est raciste, par exemple. La manière dont il fait son racisme, t'as l'impression que c'est pas fait exprès. T'as l'impression que c'est son environnement qui a causé son racisme plus que lui. C'est une thématique de la série, on en parle après. Lorsque c'est le boss de la mafia, il joue tellement bien. Il est tellement prenant dans tout ce qu'il fait. Quand il tue des gens, des choses comme ça, il est incroyable. Et c'est dingue parce que c'est des bons qu'il fait toute la série. Et chaque épisode, il a genre 20 personnalités différentes. Et c'est ça qui est fort avec lui, c'est qu'il arrive à switcher constamment de manière subtile. Et c'est ça qui rend son personnage dingue. Et ça, dans le monde des séries, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu quelqu'un changer autant de personnalités, tout en le reconnaissant constamment, sans en faire des caisses, en étant subtil. C'est pas un gars qui est dans les canons de beauté. Mais je vous jure, à des moments, il est tellement charmant, il est tellement charismatique, il est tellement drôle, il a tellement un truc, il a tellement une masculinité qui est forte. Et à certains moments, mais c'est l'inverse, il est très fragile, il se met en boule, t'as l'impression. Il y a des moments où il est malade, on dirait juste un gros bébé. Il arrive à tout jouer et c'est un rôle légendaire, quoi. Alors oui, le personnage est très bien écrit, mais tout le monde l'a dit dans la série, même David Chase, le créateur, il a fait un truc qui a surpassé son scénario. Et c'est vrai que Tony, avec le casting absolument incroyable, tout gravite autour de lui et c'est la grande force de la série. Et la série aborde plein de thématiques, surtout sur la masculinité. Il y a pas mal de thématiques qui parlent de LGBT, ce qui est hyper intéressant parce que c'est pas un monde qui est connu pour ça, la mafia. Pourtant, dans tous les milieux, il y a des gens homosexuels. Il y a pas mal de moments où ils en parlent. Ils parlent de la masculinité par rapport à la psychologie. Voir un psy, c'est un problème. Si ton boss y a voir un psy, c'est qu'il est pas apte à gérer la famille. C'est cette mentalité-là, cette masculinité toxique. Il y a tout un délire sur le fait que si un homme fait un cuni à une femme, c'est la honte, par exemple, et ça cause aussi des problèmes dans la hiérarchie de la famille. Il y a un racisme évident qui est banalisé parce que c'est des Italiens, il faut qu'ils restent entre eux. Les Noirs, c'est pas possible. Les autres qui sont pas italiens, c'est pas possible. Il y a un truc très communautaire. Les hommes font des choses d'hommes, des choses viriles. Tout ce qui est féminin, c'est illégal, évidemment. Le poids, c'est important. Un homme, c'est pas maigre. C'est costaud, c'est gros, c'est puissant. Mais ça devient un problème et il tourne justement sur ça. Et tout ce que je suis en train de citer, évidemment, la série le critique et en parle de manière négative. C'est pour ça que je dis que la série est carrément woke parce qu'elle désacralise le mafieux, elle désacralise la masculinité et elle est grave en avance sur son temps. Encore une fois, cette série en 2024, je vous jure, tout le monde va dire que c'est le wokisme à 100%. Mais c'est la vérité, sauf qu'il y a 25 ans. C'est une série qui a beaucoup de sexisme, ça parle beaucoup de la place de la femme, les personnages féminins sont hyper importants dans l'œuvre. C'est une série ultra progressiste. Vraiment, c'est fascinant. Je dis ça parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui disent non, mais le progressisme, c'est tout récent. Il y a 25 ans, ça se faisait déjà. Il y a beaucoup de références au cinéma parce que ces personnages-là sont conscients que toutes les œuvres de cinéma existent. Il y aura des références à tout, que ce soit Le Parrain, Les Affranchis. Il y a d'ailleurs un acteur qui fait semblant de jouer Scorsese qui apparaît dans genre le deuxième épisode de la saison 1. La série sait que t'as vu tous les films de mafieux. La série est consciente de ça et va juste déconstruire le mythe du mafieux, va déconstruire l'arc narratif des mafieux. Et il y a un personnage qui va justement être le symbole de ça, c'est le personnage de Christopher. On en parlera surtout en spoiler, mais c'est l'icône de ça. Et c'est carrément déconstruit et ça crée une œuvre de gangster qui est crépusculaire. Quand t'as fini Les Sopranos, tu dis ok, on a fini le genre. C'est-à-dire que maintenant, les films de gangsters, on aura tout dit, quoi. Surtout les séries plus précisément, mais on a fait le tour. Les Sopranos, t'as l'impression que c'est le truc qui dit ok, bah voilà, les gangsters, c'est fini. C'est comme lorsque Clint Eastwood fait son film de western à l'époque, il a fini les westerns, c'était la même chose. Et la preuve, depuis, il n'y a pas eu de grands westerns. Depuis les Sopranos, il y a eu de grandes séries de mafieux, mais de grandes séries ou d'œuvres sur la mafia italienne, il n'y en a plus vraiment. En plus, ça arrive à une époque qui permet à la série d'être une fresque de l'Amérique. C'est la fin des mafias italiennes, entre guillemets, que ce soit à cause de la technologie, mais surtout à cause du 11 septembre. La série débute en 99 et forcément, ça parle des événements du 11 septembre. Donc, tu as une fresque de l'Amérique sur 7-8 ans, du point de vue de ces mafieux-là. Avec la gentrification, avec l'ennui qui est arrivé avant le 11 septembre, à quel point la vie était chiante pour ces gens-là, il y a un côté très American Beauty à l'œuvre. Ça va parler de la situation sociale, économique du pays, c'est une fresque de l'Amérique, comme on en voit très peu. La série est vraiment ancrée dans son époque et réagit constamment à ce qui se passe dans le monde. En général, les séries sont dans leur bulle et puis basta. Là, la série réagit constamment parce que l'environnement est plus important que les personnages, limite. L'environnement est ce qui fait les personnages et c'est clairement la grande force de la série aussi. Il y a un truc, c'est l'héritage italien qui est hyper intéressant, c'est de la mafia italienne. Sauf qu'on n'est plus la mafia italienne des années 70, des années 40, où les Italiens venaient d'arriver et c'était une première génération d'immigrés. Pas du tout. Là, on est la mafia italienne, troisième génération. Le grand-père, il est venu d'Italie, voire l'arrière-grand-père. Qu'est-ce qui reste d'Italien en eux? Pas grand-chose au final. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils parlent beaucoup de l'Italie, ils parlent beaucoup du pays, ils se sentent comme italiens, mais ils parlent pas italien. Il y a une séquence où ils vont en Italie et ils sont rejetés par les Italiens. Ils ont l'air de gros vieux cons qui ont rien à voir avec
l'Italie. Et du coup, il y a un truc qui critique et qui fait une grosse satire de ce délire très américain, de dire que moi je suis irlandais, moi je suis italien et tout. Et la série rappelle à tout le monde qu'en fait non, vous êtes américain. Certes avec des origines si vous voulez italiennes, mais vous parlez pas italien. D'ailleurs, quand ils parlent de certains aliments, le fameux gabagool, c'est pas comme ça du tout qu'on dit en italien. Et tous les mots, ils en rigolent parce qu'ils savent pas prononcer ces mots-là, ces mots italiens qu'ils prononcent en mode anglais, parce qu'ils sont pas italiens. Et c'est hyper important parce que parfois les personnages se battent pour des choses italiennes qui n'ont rien à voir avec l'Italie. Ils sont italiens que dans la manière dont ils en parlent. En soi, ils ont aucun vrai héritage qui les rapproche de l'Italie. Ils sont italiens-américains. Ils ont créé leur sorte de culture, micro ou sous-culture, je sais pas c'est quoi le terme le plus approprié, et ils sont attachés à ça plus qu'à l'Italie. Et ça, la série le critique constamment, et c'est brillant, je trouve, et c'est hyper en avance sur son temps aussi, quoi. C'est une fausse fierté qu'ils mettent en avant, puis il y aura toutes les thématiques qui sont liées à ça, que ce soit la religion, qui a une énorme place dans la série, les valeurs familiales, je vais pas rentrer dans les détails, c'est des choses assez classiques, mais il y a beaucoup de symbolisme qui fait par rapport à ça aussi. Pour conclure, Les Sopranos est clairement l'une des plus grandes œuvres de tous les temps. Il n'y a aucun doute, c'est un énorme classique. Ça rentre facile dans mon top 5, voire top 3 des plus grandes séries et de mes séries préférées surtout. C'est une immense œuvre, avec des imperfections à droite à gauche, mais le visionnage, il s'est fait comme ça. Il y a parmi les meilleures scènes que vous allez voir de l'histoire des séries, parmi les meilleurs épisodes, il y a des séquences de dingue. Et c'est une œuvre, comme je vous l'ai dit, qui signe un peu la fin des gangsters italiens. Pour les gens qui ont adoré le cinéma de mafieux italiens des années 70, 80, 60 même, c'est l'œuvre qui conclut tout ça, entre guillemets, qui sait que tout existe et qui conclut ça. Tous les films que j'ai en tête qui ont été marquants, c'est avant les années 2010 et à la fin des Sopranos, quoi. On voit plus beaucoup de films de western, c'est de la même manière, il y a quelques exceptions à droite à gauche, mais globalement c'est un genre qui n'existe quasiment plus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que oui, c'est une série de mafieux, mais je pense que c'est une série que tout le monde peut apprécier, hommes, femmes et de tous les âges, parce que la série est bien et humaine, et déshumanise aussi quand il faut, mais assez light à regarder à certains moments, donc ça se regarde plutôt bien. C'est l'une des plus grandes séries de tous les temps, c'est la vérité, on en reparlera je pense dans d'autres vidéos, mais évidemment si un jour vous hésitiez, arrêtez d'hésiter et foncez. Vraiment, c'est un classique, vous n'allez pas regretter. C'est une longue vidéo, mais il faut évidemment passer en spoiler et parler de certaines choses. On commence évidemment avec Tony Soprano parce que c'est lui le cœur de la série. Comme je vous l'ai dit, il n'a pas énormément d'évolution personnelle ou professionnelle. Il y a juste ses relations qui s'améliorent ou se dégradent au fur et à mesure des saisons. Mais le Tony au début et à la fin est quasiment le même. Et c'est pas un point négatif. Dans la majorité des séries, c'est un point négatif, mais c'est sa personnalité. Il est à la fois le bourreau de ses problèmes, sa dépression, son anxiété, son stress, tout ça, mais il est aussi victime de son environnement. Mais en même temps, il participe à la dégradation de son environnement. C'est ça qui est fascinant par rapport à son personnage. On comprend rapidement sa dépression, son plaisir dans les petites choses, ses fameux canards, mais il comprend à quel point sa famille est importante. Et t'as vraiment l'impression qu'il fait ça aussi pour sa famille, plus que son ego. T'as ce dîner familial à la fin où il dit « Remember the little moments », parce que tu sais que c'est un mafieux et il le sait aussi que sa vie peut flancher à n'importe quel moment. Et il essaie d'avoir des bons moments avec sa famille à certains moments. Il essaie de se sentir bien parce qu'il sait que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Même saison, tu le vois déjouer des assassins, ça le met en avant comme quelqu'un de sérieux, de puissant aussi, qui n'est pas à l'abri de se faire tuer, mais qui sait se défendre. Et un épisode aussi qui est assez marquant où il tue quelqu'un, et je crois que c'est la première fois qu'on le voit tuer quelqu'un. Il tue quelqu'un, en plus il l'étrangle, donc tu as une scène assez puissante où il étrangle quelqu'un, une scène assez difficile où tu vois justement qu'en fait oui, ça reste un assassin qui tue des gens, que ce soit un rat ou pas, peu importe. C'est un gars qui est capable de tuer quelqu'un et d'ensuite reprendre sa vie normalement. Il y a un vrai manque d'empathie quand il s'agit de business, il a aucune peur de tuer qui que ce soit, même si c'est des proches. En plus, il a plein de faiblesses, évidemment c'est le but de l'histoire de montrer ses faiblesses, mais pas que psychologiques. Il pense aussi que tout peut être réglé par l'argent. Tous ses problèmes dans la vie, dès qu'il y a un souci, il veut payer. Ah, je m'entends mal avec telle personne, je paye. Que ce soit ses enfants, sa famille, ses collègues, des plans cul, des trucs comme ça, il paye. Toujours, c'est sa solution. Il paye, il paye, il paye. Sauf qu'évidemment, c'est pas ce que les gens veulent de lui. Ils veulent pas juste d'un gars qui paye tout et n'importe quoi. C'est pas le but. Ils veulent un père, ils veulent un amant, ils veulent un mari, ils veulent un businessman, ils veulent un chef de gang, ce que vous voulez. L'argent ne fait pas tout. C'est pour ça qu'il arrive pas à avoir de vraies relations. Tu te demandes vraiment ce qu'il faut avec Carmela parce que tu sais qu'ils ont un peu d'alchimie, mais parfois pas trop. T'as l'impression qu'il est mieux avec une femme comme Gloria, personnage assez génial d'ailleurs, mais il arrive pas à entretenir une relation sans les voir ailleurs, sans coucher avec d'autres femmes. Et c'est pas juste des plans cul, parfois il passe vraiment beaucoup de temps avec les femmes là. C'est des vraies maîtresses qu'il a et il s'arrête pas constamment. Il fait que ça quoi. Donc il arrive pas à gérer son mariage. Ses enfants, il arrive pas à les gérer. Il arrête pas de les impacter de manière négative. D'où une fameuse séquence culte qui fait gagner des récompenses d'engueulade avec Carmela qui est géniale. Une séquence mythique dans l'histoire des séries télé. À un certain moment, il essaie d'avoir une vie normale, puis il y arrive pas. Il se fait chier. C'est pas ce qu'il aime. Il aime pas bosser en soi, mis à part la mafia. Il y a tout un passage de rêve où il a une vie hyper normale. Et encore une fois, on voit le
le talent de Jamie Gandolfini. C'est un businessman classique avec un peu les mêmes défauts. Et tu vois cet acteur jouer un rôle qui n'a rien à voir et t'y crois quoi. Ce moment-là, tu vois plus Tony Soprano, tu vois un businessman classique. C'est une séquence assez mémorable dans la série qui est géniale et qui montre la vie qu'il aurait pu avoir si peut-être son environnement n'était pas là, parce que ça montre encore ses défauts. C'est un super épisode et tu vois que ça c'est inaccessible pour lui. C'est fini depuis longtemps. Il a du mal à gérer la mafia. Il est bon dans ça, mais il y a plein de problèmes qu'il doit gérer et parfois il fait des choix émotionnels. L'histoire du cheval qu'il veut sauver, ça cause des vrais soucis dans la famille, alors que c'est que un cheval entre guillemets. Il a un vrai attachement aux animaux dans toute la série, ça on le voit, même s'il bouffe du steak constamment, l'hypocrisie. Il y a une fameuse séquence avec une prostituée aussi où il punit quelqu'un sérieusement, Richie évidemment, c'est la séquence la plus fameuse avec Richie. Il se sentait tellement mal pour une prostituée qu'il a tuée qu'il voulait se venger, alors que c'est le gars qui rapporte le plus d'argent. Et c'est ce qu'il fait. D'ailleurs, leur bagarre est culte, quoi. Une séquence géniale. C'est ça qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a une vraie humanité pour certaines choses, quoi. Un cheval, une prostituée, ok, des enfants, tout ça. Et il est prêt à flinguer son mariage, sa vie de couple, sa famille, pour ces moments un peu d'humanité. C'est ça qui est attachant, mais à la fois détestable. C'est pas quelqu'un de rationnel dans beaucoup de cas. Mais c'est ça le truc, c'est son propre bourreau. Encore une fois, l'environnement l'a façonné comme ça, mais il en profite, il en joue, il le prend comme un avantage. Et c'est ça qui est fort et déstabilisant. C'est pour ça aussi que la thérapie s'arrête, et c'est ça qui est dit par rapport à Melfi, c'est qu'ils arrêtent la thérapie parce que ça n'avance pas. Et c'est ça qui est pas satisfaisant du tout, parce que tu dis qu'à la fin, ok, la thérapie s'arrête pour une raison, mais c'est juste Melfi qui a lu un article, qui est vrai d'ailleurs, que les sociopathes profitent de la thérapie pour devenir de meilleurs sociopathes. Du coup, c'est pas bénéfique aux gens qui l'entourent. Et on l'a vu, il utilise la thérapie pour devenir un meilleur mafieux, pour manipuler les gens. Et ça, c'est un vrai souci. Parce que plein de gens vont dire que c'est pas satisfaisant, mais c'est un peu le but. C'est qu'elles se rendent compte qu'en fait, c'est une perte de temps après toutes ces années. Le gars ne change pas. Et t'as ces moments doux amers durant toute la série, et surtout vers la fin, qui est très mélancolique. T'as une séquence très mémorable où il se drogue dans un casino, juste après la mort de Christopher, et il gagne au casino pour la première fois depuis longtemps. Et il se sent libre, puis il voit ce magnifique coucher de soleil à la fin, et il sent une vraie liberté là, qu'il a pas eu depuis longtemps, en faisant quelque chose de mal. C'est quelqu'un de très égoïste, qui pense qu'à lui. Alors qu'en même temps, Carmela est à Paris, en train de se demander qu'est-ce qu'il fout dans sa vie, pourquoi il est avec Tony et des choses comme ça. C'est un personnage qui est vraiment très bien géré, et tout tourne autour de lui. L'histoire avec Carmela, les nombreuses engueulades et tout, mais Carmela est un personnage hyper attachant parce que c'est pas quelqu'un de fondamentalement mauvais, elle a choisi aussi cette vie, elle le sait, mais tu vois qu'elle cherche mieux, parce qu'elle est plus heureuse dans son mariage, parce qu'elle cherche des choses qu'une femme dans un mariage cherche, mine de rien. Elle a l'argent, la mafia et tout, d'accord, très bien, elle est consciente de ça, elle rend la vie de Tony bien plus simple, elle fait tout à la maison, elle organise tout, à manger, tout ça, même le ménage parfois, mais t'as des moments où tu vois qu'elle veut être une femme mariée, elle veut vivre ça, et avec Tony, c'est juste pas possible, ou c'est difficilement possible. C'est pour ça que limite, t'as envie qu'elle parte avec Furio, Furio qui part dans des longues tirades pour détester l'Italie du Nord, mais la tension qu'ils ont entre les deux prouve que peut-être Carmela avait plus d'attache à la liberté italienne, vraiment italienne, à un style de vie différent, et peut-être elle était pas faite pour cette vie, mais l'environnement l'a façonnée comme ça, et elle est comme ça, quoi. C'est un personnage que j'aime beaucoup, qui a énormément de fulgurance, on pourrait en parler pendant plus longtemps, et c'est comme toute la famille, AJ, victime de sa famille, d'où sa tentative de suicide qui est très touchante. Oui, il est un petit peu chiant, AJ, mais c'est un adolescent qui souffre de parents qui ont des vrais soucis, d'un père qui est un mafieux et ça se ressent. Il souffre de tout ça, il est perdu, il a pas sa voix. Mais Doe, c'est elle qui a réussi un peu à s'extirper de tout ça. Certes, avec l'argent de sa famille, a réussi à avoir de l'éducation, mais la vie de mafieux la rattrape aussi de temps en temps par rapport à son père. Et c'est un personnage qui part et revient en fonction des besoins de la série, mais qui est plutôt bien réussi de ce point de vue-là, où elle arrive à s'émanciper, ou en tout cas elle essaye. Contrairement à tous les autres personnages de la série qui sont coincés dans ce monde. Ça montre quand même une lueur d'espoir que les gens peuvent quitter ce monde douloureux. Tout ce qui concerne la famille de Tony, c'est compliqué, hein. Livia, sa mère qui veut le buter, c'est tragique, et elle est victime de la masculinité aussi. Pourquoi est-ce qu'elle veut le buter? Parce que c'est pas assez un mec. En gros, c'est ça, hein. Pareil pour Junior qui est un peu le némésis de Tony durant toute cette série, mais ça reste la famille, et à la fin, t'as cette séquence très touchante où Junior a perdu la tête, malheureusement, et Tony lui pose la question, est-ce que tu m'as déjà aimé? Et il pleure, quoi. Et c'est une séquence touchante et émouvante, enfin, c'est une dinguerie, parce que même dans leurs problèmes, dans leurs défauts, dans leurs soucis familiaux, ils ont quand même réussi toujours à se retrouver dans le bon chemin. Ils réussissent plus ou moins à se pardonner, et ça crée des séquences assez émouvantes. De même pour Bobby, qui rejoint la famille, qui était l'un des mafieux les plus sympathiques, entre guillemets. C'était un peu un gentil crétin, si on veut placer ça comme ça, mais il rejoint la famille parce qu'il se marie à Janice. Janice, ultra détestable. Elle a des fulgurances, comme lorsqu'elle tue Richie, mais fatalement, c'est un personnage qui est tellement détestable, t'as envie de lui mettre des claques tout le temps, mais tu la comprends aussi. Mais la mort de Richie a fait plaisir, on va pas se mentir. Mais encore une fois, Tony a des séquences assez mémorables avec Bobby, surtout la bagarre, où tu vois que c'est un peu la fin de son règne, ou même quelqu'un comme Bobby, entre guillemets, qui était toujours un peu inférieur, lui fait face enfin. Tu vois qu'il perd un peu le contrôle. Et puis l'impact aussi des gens qui sont dans la normalité, qui tombent dans le monde de la mafia. Avec Carty, par exemple, c'est qu'il a beaucoup d'humanité, mine de rien aussi. Comme le parieur, il m'a d'ailleurs assez surpris, c'est l'acteur de Terminator 2. Il impacte même les gens qui sont entre guillemets normaux, quoi. Et c'est ça qui est tragique, c'est voir ces gens-là comme le personnage de Steve Buscemi qui se sont presque sortis de ce monde-là, mais la manière dont il a grandi, l'environnement, il gâche tout.
tout, il retombe dans les travers de la mafia et c'est Tony qui doit le tuer. Encore une fois, une séquence super émouvante. Ils arrivent à créer beaucoup d'émotions et c'est ça qui est frustrant dans la série, c'est qu'ils sont tellement proches à chaque fois de changer de vie, de s'échapper de cet environnement qui est dur et au dernier moment ils déconnent, ils sont repris dans ce monde et ça montre aussi la cruauté de l'environnement et leurs choix débiles qui sont presque façonnés par cet environnement. Steve Buscemi qui a d'ailleurs réalisé quelques épisodes de la série. Par rapport à Buscemi, ce que j'aime beaucoup c'est que c'est toujours Tony, lorsqu'il faut faire des choses sérieuses et importantes, il le fait lui-même, il va pas demander à quelqu'un de le faire. Ses collègues y passent comme Pussy qui est une grosse révélation par rapport au fait que c'était une taupe depuis le début ou un rat. C'est une révélation tragique parce que c'est un gars assez appréciable aussi, encore une fois dans le délire de mafieux, mais surtout ce qui est intéressant c'est sa déception par rapport à Tony. Tony est déçu et c'est ça qui rend la situation triste. C'est qu'il veut pas tuer son pote qu'il connaît depuis 20 ans, mais il est évidemment obligé. Et c'est l'un des seuls choix entre guillemets rationnels qu'il fait. Et c'est là que Tony est impressionnant aussi, c'est qu'il arrive à parfois, pas toujours, faire le vrai choix rationnel. Lorsqu'il s'agit d'humains d'ailleurs, il fait des choix assez rationnels, mais pas toujours. Séquence sur le bateau absolument mythique qui revient en écho tout à la fin avec Polly qui est en pleine panique aussi quoi. Et ça montre aussi un peu la paranoïa, surtout par rapport à Polly à la fin, de Tony qui se pose des vraies questions sur comment gérer ça. Et d'ailleurs Polly c'est le seul survivant. Et si on parle de Polly, évidemment la séquence culte avec Polly, ou les séquences cultes c'est celle dans la forêt qui est à mourir de rire, qui est géniale parce que ça rappelle à ces gens, à ces mafieux, à quel point ils valent rien en dehors de leur environnement, et la fameuse scène du tableau qu'il a gardé parce qu'il aime bien Tony aussi, et il y a un truc presque religieux par rapport à lui et Tony qui est assez intéressant, mais ils sont amis depuis longtemps parce que mine de rien ça reste des amis quoi. D'ailleurs l'acteur il me semble que c'est un vrai mafieux si je dis pas de bêtises. L'intrigue de Vito est super intéressante par rapport à son homosexualité. Est-ce qu'il fait un choix débile d'être homosexuel entre guillemets en public? En soi oui, mais la vérité est que bah tu peux pas, j'imagine, cacher ton homosexualité. À partir d'un moment, faut que ça sorte et tu vas pas aller à l'autre bout du monde pour vivre ça. La tentation est trop forte, j'imagine. Moi si je devais cacher le fait que je suis hétéro, ça serait difficile à cacher, j'imagine. Je suis pas le genre de gars qui dit non mais il est quand même con et tout. Je le comprends. Et ça te donne encore une fois une intrigue et une thématique intéressante sur qui il est, sur la masculinité, toutes ces choses-là. Si t'es gay, tu peux pas être un homme. C'est ça qui est dit dans la série et critiqué évidemment. Après, il y a des personnages comme Adriana qui sont malheureusement un peu bêtes. J'adore Adriana, j'adore ce personnage. Elle a beaucoup d'humanité, c'est quelqu'un de sympa, mais elle est un peu coconne. Elle a envie de devenir un peu la prochaine Carmela, c'est vrai. Elle est amoureuse, mais bêtement. Mais elle est hyper gentille, mais bêtement. Les interactions qu'elle a avec la police sont d'une débilité forte. Et c'est sa bêtise, entre guillemets, son amour. En soi, elle est courageuse, mais c'est vrai que bah il y a trop de pression aussi qui la tue. Et d'ailleurs, sa mort est l'une des plus touchantes aussi et les plus mémorables. Elle pensait que Christopher allait être le prochain gros et que sa vie allait être aussi bien que celle de Carmela. Mais Christopher, malheureusement, bah, problème avec son environnement. Encore une fois, il a besoin d'une figure paternelle. C'est ce qu'il voit beaucoup en Tony. Il a un peu un destin tragique parce que tu vois qu'il essaie de s'émanciper de ce monde. Il veut être scénariste, il veut faire des films, des choses comme ça. Il veut vraiment aller au-delà de tout ça. Mais il tombe dans la mafia encore une fois parce qu'il a aussi un ego, lui, pour le coup. Il a envie d'être le plus fort, avoir plein de femmes et des choses comme ça. Il imite Tony, c'est ça la vérité aussi. Il tombe dans la drogue, chose que Tony évite majoritairement, mais il tombe dans la drogue dure, l'héroïne, et ça détruit sa vie, tout le temps shooté. Il y a une scène d'ailleurs assez mythique d'intervention. Encore une fois, c'est son propre bourreau. Oui, l'environnement joue beaucoup, et tu vois que c'est un bon mafieux, il s'en sort bien, c'est un bon gangster. Il aurait pu être le prochain Tony, mais lui, c'est la drogue, son problème, son manque de sérieux. Il est pas assez mature, et ça cause son destin tragique, mais il est appréciable parce que c'est un jeune. Tu vois qu'il avait sa vie devant lui, et il la gâche progressivement. Tu peux vraiment beaucoup le comprendre par rapport à ça, et c'est ça qui le rend passionnant à suivre. Mais malheureusement, justement, c'est ça aussi qui cause sa perte. Sa mort est culte, avec la musique de Pink Floyd, Tony qui veut le sauver, mais vu qu'il voit là où aurait dû être le bébé et le fait que le bébé serait mort, il en a sa claque. Tony il dit ok, c'est bon, c'est la fin, tu mérites pas de vivre, t'aurais tué un bébé, et c'était une accumulation de déception de sa part, et Tony se sent libre après, il a plus besoin de s'en occuper. C'est un personnage tragique et puissant et mémorable, et c'est triste de le voir partir, mais d'un autre côté, bah, c'est la punition de ses actions, comme beaucoup de personnages. Parce qu'ils sont tous punis par leurs actions, sauf Melfi, qui elle est un personnage hyper intéressant de plusieurs manières. De une, elle est très professionnelle, mais elle a une partie d'elle qui est attirée par Tony, par le fantasme d'avoir ce mafieux un peu en tant que patient. Ça lui plaît, c'est la vérité, tellement que son cercle professionnel ne l'apprécie pas pour ça, mais là où elle a montré qu'elle valait mieux que tout le monde, c'est après son viol, elle avait le choix de dire à Tony de tuer ce gars. Facile à faire, comme ça, sans problème. Tony l'aurait fait gratuitement. Mais c'est là la différence entre elle et tout le monde, c'est qu'elle a décidé d'accepter ce qui s'est passé et d'être meilleure que Tony. Et elle n'a pas été punie, parce qu'elle a fait le bon choix. C'est un choix qui est frustrant pour le spectateur, parce que t'as envie, d'une manière assez sadique, c'est triste à dire, mais t'as envie de voir ce gars puni. Peut-être pas tué, mais il est dans la liberté, après un viol horrible, mais elle fait le bon choix, qui la récompense à la fin. Un personnage, une alchimie de fou. Il faut parler de la fin, une fin que je trouve mythique, une excellente fin de série. Entre la musique, l'enchaînement de la séquence, le stress qu'il y a, tu sais pas si Tony va se faire tuer, les nombreuses références au parrain, le flingue dans les toilettes, un film que Tony aime beaucoup. La vraie question que beaucoup de personnes se posaient, et je pense que c'est ce qui a divisé beaucoup les gens, c'est qu'en effet, lorsque la série s'achève, t'as l'impression que ta télé marche plus. Je pense que le réflexe de tout le monde, ça a été oula, qu'est-ce qui se passe? C'est un écran noir, est-ce que ça a bugué? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est la fin officielle. La dernière chose que tu vois dans la série, c'est le regard de Tony sur sa fille qui arrive. Et il y a une phrase dans la série qui est dite: tu ne vois même pas la mort arriver. T'entends même pas la balle quand tu meurs. La balle voyage plus vite
vite que le son et tu meurs instantanément, donc t'entends même pas la balle. Et ce qui serait logique, d'après le foreshadowing qui était fait par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est que lorsque l'écran passe au noir, la dernière chose que voit Tony dans sa vie, c'est sa fille et il meurt, il se fait tuer par le gars. C'est une théorie qui marche, mais on s'en fiche. C'est pas important si Tony a survécu ou pas. Encore une fois, c'est pas le but de la scène de fin. La scène de fin, c'est de remontrer encore une fois la situation familiale, de montrer où est Tony dans sa vie, est-ce qu'il va survivre ou pas, c'est pas important. L'important, c'est d'être à ce point-là, introspectif, où ils attendent tous les membres de la famille, ils viennent un par un, et de se dire, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que la vie qu'ils ont menée vaut le coup? C'est ça le but de la série. Toute cette série-là, c'est un moment introspectif où les gens se posent des questions sur les choix qu'ils ont fait dans leur vie. Et autour de cette table, la mort patiente peut-être, mais aussi eux patientent pour voir sûrement Meadow, qui est la dernière arrivée, qui est sûrement celle qui a le plus réussi sa vie. C'est une porte ouverte littéralement vers l'émancipation de ce monde et vers le futur radieux que vont avoir les autres personnes. Et en même temps, à la table, il y a les gens qui sont encore enfermés dans ce cycle. On peut y voir plein de choses différentes. C'est une excellente fin, je trouve. Pas du tout décevante, qui m'a énormément plu personnellement, avec la musique évidemment par-dessus, incroyable. À chaque fois que je vais écouter cette chanson, je vais penser à Tony Soprano, alors que c'est une chanson que j'écoutais bien avant. Une fin incroyable, et c'est aussi la fin de cette critique, qui est beaucoup trop longue, sûrement l'une des plus longues de la chaîne, mais je pense que les Sopranos le méritaient réellement. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez des Sopranos. Avez-vous détesté ou pas tout ça dans les commentaires? Abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.